Aujourd'hui, ça va être un podcast business et business de l'écriture. J'ai découvert avant-hier, par l'intermédiaire d'un ami que je salue, l'auteur britannique David Gemmell, G-E-2-M-E-L, qui a eu une carrière assez courte mais prolifique dans laquelle il a écrit beaucoup de romans épiques. C'est son genre principal, héroïque fantasy, épique, en tout cas baston. Il a repris l'Iliade en 3 volumes, et d'ailleurs il est décédé alors qu'il n'avait complété que la moitié de son dernier tome de la trilogie sur la guerre de Troie. Gemmell qui a exercé pas mal de différents boulots, dont videur de boîte de nuit, ce qui explique que ces scènes de baston soient réussies et plues à son public. Ça tombe bien, David Gemmell a une œuvre riche en scènes de baston. Et l'histoire de son premier roman, enfin en tout cas du roman qui lui a donné le succès, est intéressante. Il avait envie d'écrire un livre, d'avoir un livre publié. Il voyait ça comme, on va dire, quelque chose à faire de son vivant. Et on lui avait diagnostiqué un cancer. Et se croyant condamné, je dis bien se croyant, parce qu'en fait c'était un mauvais diagnostic, c'était une erreur de diagnostic, il n'avait pas de cancer. Il a écrit son premier best-seller qui s'appelle Legend, l'histoire d'un siège, et métaphoriquement, la ville assiégée, c'est lui, et les assaillants, c'est les cellules cancéreuses. Donc un épique comme ça, riche justement en faits de guerre. Il l'a écrit dans le courant début des années 70, ou courant des années 70, et le manuscrit a été refusé. Et un ami lui a dit en 80, quand même, ton roman est bon, rebosse ton manuscrit, fais-toi, passe par cette étape fastidieuse des réécritures et des corrections, et adresse-le à des éditeurs. Le manuscrit a été finalement accepté en 82 et paru en 84. Ça a encore pris 4 ans, donc ça a pris en gros plus de 10 ans, je crois 12 ans à David Gemmell de faire paraître Legend, qui a lancé sa carrière d'écrivain. Carrière d'écrivain qui, au début, n'était pas, on va dire, sa seule source de revenus. Il a continué à être journaliste pendant un temps, jusqu'à ce qu'il se fasse virer en 86, à la sortie de son 3e roman, parce qu'il avait donné à des personnages des noms de ses collègues de boulot. Voilà, on peut imaginer que s'il a été viré, c'est qu'il leur a pas donné les rôles les plus glorieux dans ses récits de baston. Et je trouvais ça, voilà, super intéressant, l'histoire de cet écrivain qui finalement met autant de temps à être publié. Le jour où il est publié, justement, il trouve que son premier roman n'est pas à la hauteur de ce qu'il peut faire en tant qu'écrivain, mais en tout cas, son roman trouve son public, plaît au public, et lance sa carrière d'écrivain. Il n'est pas seul dans ce cas, Gemmell. J'avais écouté un très bon podcast de Margaret Atwood, celle qui a écrit La Servante écarlate, The Handmaid's Tale. Elle aussi a mis plus de 10 ans à faire publier ce roman, qui a été un franc succès. Je crois qu'aujourd'hui, on est toujours en train d'en faire une série télé. J'avais envie de parler dans ce podcast justement des refus d'éditeurs. Je dis ça aujourd'hui, le jour où je l'enregistre, j'ai moi-même reçu une lettre de refus. C'est pas tant la frustration de pas avoir le tampon validé par l'éditeur qui fait mal, que l'énergie que ça coûte à un auteur de repeaufiner son manuscrit, l'imprimer, le mettre en page, faire une belle lettre de motivation, payer les frais postaux qui ne cessent d'augmenter. Ça fait toujours un peu mal, mais bon, ça fait partie du game. Et justement, j'ai envie qu'on revienne un peu sur le game, parce que c'est un lieu commun de dire « Oh, il faut que l'auteur galère, peut-être pendant une décennie, peut-être plus, qu'il lâche pas, qu'il y croit, qu'il continue de produire, et puis un beau jour, le Saint Sésame arrive. » Oui, sauf que est-ce le Saint Sésame d'être édité? On peut se poser la question. Vu, on va dire, le pourcentage des ventes que prend les éditeurs, que prennent les éditeurs, il suffit d'une promo sur laquelle on n'a pas mis assez d'argent, ou que le roman soit pas assez bon, attention. Mais en tout cas, voilà, on peut être édité et ne gagner que vraiment des clopinettes à travers ça. Ça fait de l'édition, finalement, on va dire, un service plus de prestige, de crédibilité pour un auteur, plus que un moyen de gagner sa vie. Peu en gagnent sa vie, et d'ailleurs les maisons d'édition misent sur 1 ou 2 best-sellers par an qui servent à rembourser les frais de ceux qui n'ont pas ou peu vendu. Ça me fait marrer, c'est un peu l'inverse des salles de boxe. Dans les salles de boxe, vous avez les gens du loisir qui payent, on va dire, la salle et qui donnent à manger au coach, et vous avez 1 ou 2 champions qui boxent à haut niveau en compétitif. Ça rapporte pas tant d'argent parce que c'est beaucoup d'énergie investie sur eux, mais voilà, c'est les loisirs qui payent la salle pour les bons. En littérature, dans les maisons d'édition, c'est un peu l'inverse, c'est les champions qui payent la salle
pour les moins bons, voire les nuls, hein, j'ose le dire, parce que finalement aujourd'hui dans ce monde du prestige où l'écrivain ne peut pas vraiment poursuivre son profit à travers le frais d'être édité, ce qui vise ça va être le prix littéraire. Le prix littéraire c'est un peu l'exit du marché, c'est le moyen de toucher gros d'un coup, hein. Je crois que le chèque pour le Renaudot c'est 2 millions d'euros, je dis peut-être une bêtise, 1 million pour Goncourt, en tout cas une somme substantielle, et donc on se retrouve avec des auteurs de littérature dite sérieuse qui écrivent pour plaire au jury des prix littéraires prestigieux, sachant qu'il y a énormément derrière de manigances politiques, hein. Il y avait un youtubeur, j'ai oublié son nom, qui avait fait une vidéo très sympa sur la mafia du Goncourt. Donc voilà, on se retrouve avec des auteurs qui écrivent en visant le prix littéraire plus que le succès public, vu que le succès public, c'est pas ça qui leur garantira de manger. Et c'est dommage parce qu'on écrit à la base quand même pour les lecteurs. Tout ça est une suite, on va dire, d'effets pervers qu'il y a eu au fil du temps, au fil des décennies dans le monde de l'édition. Et ça me fait réaliser finalement quelque chose. Si je devais critiquer, voire proposer une réforme pour le monde littéraire, je dirais que le problème, c'est que c'est dur d'entrer, mais que c'est également dur de sortir. Je vais encore faire une analogie avec la boxe. C'est dur d'entrer, donc c'est dur de se faire éditer une première fois. À partir du moment où on a été édité, et a fortiori si en plus on a un peu vendu, on devient indéboulonnable dans le monde des lettres, et je sais même pas s'il n'y a pas des contrats comme certains chanteurs ont avec les majors, c'est-à-dire qu'après on a un contrat pour sortir X livres, X romans, hein, et ça donne des auteurs qui continuent comme ça de sortir des romans qui ne se vendent pas, de passer à la télé pour les défendre, donc d'avoir un super relais promo, et ça ne se vend pas. C'est dur d'en sortir, une fois qu'on est rentré, c'est pour de bon. C'est un peu de tout l'inverse de la boxe finalement. Dans la boxe, c'est facile de rentrer, c'est-à-dire t'as envie de boxer en compétitif, cool, tu vas aller faire un interclub, après peut-être une compète au niveau régional, puis tu vas monter dans les grades, et puis amateur, et puis semi-pro, et puis sky is the limit, hein. Si t'es Mike Tyson, tu finiras peut-être à Las Vegas en train de défendre ta ceinture. En tout cas, c'est facile d'entrer, mais c'est également facile de sortir, hein, si tu te prends une suite de défaites, une suite de KO, que t'as un mélange de malchance, que t'es pas au niveau pour le game, le game t'élimine et ça apporte du sang neuf. Voilà, pour réformer, je dirais qu'il faudrait peut-être rendre l'édition plus facile d'accès, mais également plus facile de sortie, de manière à ce que les auteurs se lancent et qu'on laisse le public finalement décider de ce qui vend ou pas. Voilà, c'est un peu dommage en France. La littérature est également, on va dire, une sorte de sceptre social, hein, un attribut du pouvoir, du capital symbolique. C'est un fort capital symbolique, la littérature. Je crois que c'était en 14-18, c'était plus de 70% des généraux français écrivaient pendant la guerre un livre, hein, sur leur doctrine militaire, sur l'histoire. Enfin, en gros, ils voulaient montrer qu'ils étaient aptes à écrire un bouquin. C'est encore une fois dommage parce que qui y perd là-dedans, sans parler de l'auteur, le lecteur et la littérature au sens large. Voilà, ça permet pas à de nouvelles formes de littérature d'émerger. Bien sûr, il y a l'auto-édition. J'y pense. Il faut que je prépare d'ailleurs quelque chose là-dessus, mais je vais pas trop teaser parce que je suis pas encore assez avancé là-dedans. En tout cas, il y a l'auto-édition. L'auto-édition a d'autres problèmes. L'auto-édition, c'est le jeu des algos, hein. Si t'as pas une communauté suffisante derrière toi et que tu mets pas beaucoup d'argent aujourd'hui en promo, t'as pas forcément de chance de ressortir dans les rankings. Et en plus, le taux de lecture, le taux d'engagement sur le format numérique est plus faible que le format papier. Et format papier, on n'a pas les chiffres parce que chaque fois que quelqu'un ouvre son roman, son livre, ça envoie pas une notification à la maison d'édition. Voilà, podcast sur le business, sur David Gemmell, podcast aussi pour me redonner du cœur à l'ouvrage, t'en redonner si toi-même t'es dans un secteur, un game où c'est assez difficile d'entrer. C'est pas parce que c'est difficile d'entrer que c'est impossible. Et puis encore, il faut redéfinir ce que veut dire entrer. Je pense qu'il faut aussi changer cette image. L'édition, je pense, je vous le dirai si j'y passe un jour, n'est pas le bout du chemin. Le bout du chemin, c'est de régaler ses lecteurs. C'est pour ça qu'on travaille et se faire plaisir, aboutir d'une œuvre qui nous rende sinon fiers, comment je dirais pour finir cette élevé au sens de conscience. Voilà, pour finir ce podcast, qui t'élève en conscience. C'est des moments forts quand tu aboutis d'une œuvre. C'est des moments, personnellement, que je n'ai pas connus avec quoi que ce soit d'autre. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. J'allais dire bonne baston. Non, là, j'étais encore dans l'univers de David Gemmell et de la boxe. Bonne journée à toi. Je te dis à demain pour le prochain podcast. Et comme d'habitude, prends soin de toi.